Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouveau format baptisé Souvenirs du futur. Épisode numéro 1. On est ravis d'accueillir aujourd'hui un gérant qui s'appelle Adonis Reim et en la personne de Jean-François Chaury, qui est le directeur général. Bonjour Jean-François. Bonjour Marc. Ravi de t'accueillir aujourd'hui. On va essayer de répondre à cette question. Alors, on a réussi à construire une capsule. On est très fort chez Deep Invest. On a réussi à construire une capsule spatio-temporelle. On va t'emmener en 2035 et ça va nous permettre de répondre à la question du jour qui est: fallait-il investir dans la SCPI Eden? C'est un format un peu particulier. On a recours à l'intelligence artificielle, alors pas pour nos échanges, mais bien pour essayer un peu de matérialiser ce qui pourrait se passer en 2035. Alors évidemment, c'est quand même de la projection, donc susceptible d'un certain nombre de modifications. Il n'empêche néanmoins que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir un petit peu regarder comment tout ça pourrait évoluer dans le temps. J'ai lancé mon chronomètre, ça y est, on est parti. Première projection. On va voir cette vidéo qui va se dérouler. Alors, Jean-François, on a construit cette vidéo un petit peu avec tes instructions, où on a un cadre, on va dire. Pourquoi ces éléments marquants dans cette vidéo pour cette SCPI Eden? Cette vidéo illustre en fait la montée en puissance, ou en tout cas le changement des modes de consommation et d'utilisation en règle générale, et notamment sur la partie immobilière, où on va voir des changements d'usage, ou en tout cas des mixités d'ensemble immobilier avec un mélange de commerce, un mélange effectivement de bureaux, hôtellerie, résidentiel, pour minimiser effectivement les déplacements, avec la montée en puissance de la mobilité douce, que ce soit sur l'accès à vélo, l'accès à des véhicules électriques. Et ça, c'est une montée en puissance qui prend une place de plus en plus importante sur l'immobilier et notamment à l'horizon 2035. Ok, très bien. Alors, on a planté un cadre un peu général. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Première étape, quel serait, on va dire, le grand cadre et quelles seraient alors les grandes questions, le patrimoine, les pays et les secteurs d'activité dans lesquels Eden se serait déployé? Donc la SCPI Eden est une SCPI européenne. Elle a continué à se déployer sur la totalité de l'arc européen, avec une majorité, une zone d'investissement qui est l'Europe du Nord, puisqu'on avait démarré en 2025 sur UK, en tout cas sur le Royaume-Uni et sur la Hollande. Donc, on va continuer à avoir une proportion assez importante. Pourquoi dans ces pays? Dans le sens où ce sont des pays riches d'un point de vue PIB par habitant, ce sont des pays profonds en termes de volume d'investissement immobilier, et ce sont des pays qui ont justement cette capacité à nourrir notre sélectivité importante, et aussi dans une thématique, notamment quand on parle des pays scandinaves, puisqu'on fera aussi et on sera présent sur les pays scandinaves, sur cette logique d'avoir des immeubles qui sont plus en lien avec la demande des utilisateurs, notamment sur la partie USG, avec des pays qui sont beaucoup plus conscients des problématiques climatiques et des problématiques effectivement environnementales. Donc, une SCPI qui sera vraiment axée Europe du Nord, et aussi, bien entendu, saisir des opportunités en Allemagne, en Europe du Sud, du pays dans lequel nous sommes déjà présents et sur lequel on pourrait aussi allier des actifs immobiliers en termes de diversification. Et donc, en typologie d'actifs, ça serait plus centré sur un segment particulier ou un peu plus, on va dire, par opportunisme en fonction des pays, c'est plus ça? La logique veut qu'on soit diversifié, on l'est déjà, et on le sera en 2035 sur notamment la partie bureau, avec de la centralité, avec des bureaux mixtes en termes d'usage, flexibles, qui aujourd'hui répondent aux attentes effectivement des locataires, notamment en termes de gestion de la data via ce qu'on appelle des BMS, des Building Management Systems, qui contrôlent et qui génèrent effectivement l'intégralité des données d'un immeuble pour une meilleure utilisation et une meilleure consommation énergétique, avec toute la partie aussi logistique
et la partie loco-industrielle avec la réindustrialisation européenne qui est en route, notamment sur la partie défense, mais aussi sur la partie industrie des biens d'équipement. Et donc ça fait partie des éléments qui sont importants, et aussi avec les modes de changement de consommation, que ce soit une logistique la plus proche possible, la plus détaillée possible, la plus digitale possible, la plus robotisée possible aussi, et avec des commerces qui seront des hubs technologiques aussi, qui vont mixer des matières premières qui seront physiquement présentes dans les magasins, et aussi tout ce qui sera commande Internet qui va continuer à monter en puissance et qui sera un échange effectivement dans des lieux de consommation. Donc ça fait partie des éléments qui vont nous intéresser en termes d'investissement et en termes de diversification immobilière. Et alors justement, en termes de diversification, c'est quelques locataires, ou c'est des très gros locataires, c'est plutôt parcellaire, comment est-ce que ça se matérialise? En termes de locataires, on aura forcément des locataires plutôt industriels sur la partie locaux d'activité et locaux industriels, avec effectivement une mixité d'usages, que ce soit, et on le constate de plus en plus, des bâtiments qui seront, je l'ai déjà dit, mais flexibles, c'est-à-dire une partie de laboratoire, une partie de stockage et une partie de bureau. Donc tout ça dans un même lieu. Et avec aussi une typologie de locataires qui sera, et parce que ça c'est plutôt l'ADN du groupe Advenis-REM et depuis toujours, des locataires plutôt solides, donc des locataires plutôt consolidés en termes de taille, avec effectivement une pérennité de revenus futurs, parce qu'on reste sur de la SCPI et on veut effectivement avoir des revenus réguliers. Donc ça fait partie effectivement des critères, d'avoir des locataires qui aujourd'hui sont en capacité de verser leur loyer, et donc qu'on soit en capacité de distribuer régulièrement les dividendes. D'accord. La SCPI Eden, c'est une capitalisation, c'est un véhicule qui fait quelle taille? On est en milliards, on est en dizaines de milliards, on est en millions, comment ça se… C'est toujours un petit peu difficile de répondre à cette question, mais en tout cas, ce qu'on va constater sur la SCPI Eden, puisqu'elle a été créée comme ça, c'est de cibler plutôt des jeunes épargnants, des nouveaux épargnants qui cherchent à se constituer une épargne retraite et une épargne de précaution. On parlera peut-être en 2035 d'une épargne de répartition, enfin plus de la épargne, un peu moins, pardon, d'une épargne de répartition et un peu plus d'une épargne de capitalisation ou d'une épargne par points. Et donc, toute cette nouvelle génération épargne de plus en plus. Et donc, la SCPI, c'est une réponse à cette épargne fractionnée, à cette épargne digitale aussi, qui monte en puissance auprès de cette jeune génération qui aujourd'hui avait 25-30 ans en 2025 et qui aujourd'hui a 35-40 ans et qui veut effectivement et qui nécessite de capitaliser effectivement sur de l'immobilier. Donc, la SCPI aujourd'hui, c'est grosso modo un ticket moyen à 15 000 euros et c'est autour de 50 000 associés. Donc, ça doit nous amener autour de 750 millions, 1 milliard, si je pouvais extrapoler sur certains chiffres. Ok. Et l'endettement dans cette partie-là, est-ce que la SCPI aura elle-même recours à ces endettements pour se financer, ou comment ça se présente? Oui, le financement dans l'immobilier, il existe toujours. On a une capacité effectivement de financement avec la SCPI Eden. On va recourir à l'endettement. Après, il faudra qu'on soit vigilant par rapport au lieu, puisque une économie sera aussi différente. On le constatera toujours, c'est-à-dire qu'il y aura des économies qui se comporteront mieux que d'autres, et donc avec des taux d'emprunt et des taux de dette qui peuvent être différenciés, comme on le connaît en 2025, entre la zone euro et la zone UK. Il y a des disparités, de taux et d'endettement, et donc il y a des zones où on ne peut pas s'endetter, il y a des zones où on peut s'endetter. Et donc oui, on s'endettera sur la SCPI Eden, et avec c'est difficile de donner un taux, mais en tout cas, ça sera en dessous de 40%, puisque c'est la limite maximum que le régulateur nous donne. Alors, quels seront les obstacles sur ce chemin de 2035? On a essayé d'en identifier ensemble, mais quels seraient les principaux risques qui pourraient être identifiés pour le monde de la SCPI à cet horizon d'investissement? Alors, des risques et des obstacles, c'est pas ce qui manque, en règle générale. C'est clair. On pourrait en évoquer trois. Un risque réglementaire, un risque économique, géopolitique et un risque climatique. Si je fais une synthèse pour être rapide,
Le risque réglementaire qu'on pourrait avoir, c'est une montée en puissance toujours du souhait du régulateur d'avoir une visibilité, une transparence et une liquidité la maximum pour permettre justement aux investisseurs de pouvoir rentrer et sortir le plus rapidement possible. Sur le fond, c'est plutôt une bonne chose. Sur l'aspect pratique et en tout cas l'aspect clairement lié à l'immobilier, ça peut être un risque dans le sens où justement le sujet de l'investissement immobilier long terme avec les cycles qu'on connaît, puisqu'on est sorti d'une crise après 2025 assez importante. Là, depuis quelques années, ça va beaucoup mieux sur l'immobilier parce que c'est cyclique et c'est en règle générale des cycles de 15 ans. Aujourd'hui, le fait d'avoir une liquidité, en tout cas un besoin d'avoir une liquidité très importante, ça augmente les mouvements en fait d'entrée et de sortie des actifs à l'intérieur et ça augmente la gestion active, ce qui est plutôt une bonne chose. À l'inverse, ça peut aussi être stressant dans une thématique immobilière qui, de temps en temps, et notamment dans les périodes de crise, nécessite du temps pour pouvoir justement être patient et ne pas être obligé de sortir dans des moments de crise et plutôt d'attendre des moments un petit peu meilleurs pour pouvoir réaliser son patrimoine immobilier. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est tout ce qui est effectivement géopolitique ou économique, avec les montées de taux potentiellement qui peuvent arriver, étant donné les tensions qu'il peut y avoir entre certains pays. Et donc ça, c'est pas forcément une bonne chose pour l'immobilier. On préfère des taux stables ou des taux bas pour pouvoir investir dans l'immobilier. Donc ça pourrait jouer sur les valeurs et en tout cas sur les fluctuations des valeurs dans le temps. Et le dernier risque, un risque qui monte en puissance, qu'on n'avait pas forcément en 2025, mais qu'on a de plus en plus en 2035, c'est les risques climatiques, avec les augmentations de chaleur, avec les inondations, avec le vent. Et donc, oui, sachant qu'on est parti sur une tendance où les engagements de la COP 21, c'était plus 1,5 a priori en 2025, ils ont été abandonnés. Donc en 2035, on est vraiment dans le dur, c'est-à-dire qu'on est peut-être sur du plus 2 ou plus 3 degrés. Et le bâti, là, il va rentrer en ligne de compte il va rentrer en mode résilience, c'est-à-dire comment survivre à de telles augmentations de température. Voilà, d'où l'importance pour nous d'être très sélectifs dans nos opérations, d'aller chercher des actifs effectivement qui sont résilients d'un point de vue énergétique, de faire nos travaux, puisque nous sommes labellisés ISR, de faire nos travaux d'études et continuellement effectivement de faire progresser nos actifs pour les rendre plus résilients par rapport à ces problématiques diverses et variées, et aussi de faire augmenter la data pour justement améliorer l'utilisation et pour les utilisateurs, pour les locataires, l'usage des bâtiments. Donc ça fait partie des sujets qui montent en puissance et qui prennent de plus en plus de temps aux équipes et aussi sur lequel il faut qu'on anticipe à chaque fois et qu'on détermine des plans de travaux pluriannuels assez importants pour justement toujours remettre en considération nos immeubles pour résister à ces variations, que ce soit thermiques ou de vent ou d'eau. Et d'ailleurs, en 2025, la SCPI Eden, elle avait été finaliste sur le palmarès des SCPI durables. On a un petit jet lag, là, on verra ce qui va se passer, mais globalement, c'est vrai que nous qui suivons dans le détail ce qui se passe sur l'ensemble du patrimoine IMO, le début semble prometteur pour cette SCPI. En tout cas, ça fait partie des critères que l'on regarde de près déjà en 2025. On va regarder maintenant la partie des conditions qui pourraient être identifiées comme étant favorables. Dans ces conditions favorables, en fait, ce qu'on essaie de regarder, c'est quels sont les éléments qui vont pouvoir porter le développement de la SCPI. Tu as commencé un peu à l'évoquer avec peut-être un changement de paradigme, on va dire, d'investissement et de sortir de la retraite à 62 ou à 63 ans. On y est arrivé en 2035, c'est une certitude. Est-ce que c'est un des grands, comment on va dire, des grands éléments ou des grandes thématiques porteuses pour ce type de véhicule? Pour nous, la SCPI, c'était un peu un précurseur de ce qui se passe sur l'immobilier en 2035, c'est-à-dire qu'il y a la montée en puissance de digital, toutes les souscriptions sont digitalisées aujourd'hui. Il y a la montée en puissance au fil du fractionnement et de la tokenisation quelque part de l'immobilier. Et la SCPI en 2025, elle était déjà digitalisée et déjà tokenisée. Et donc aujourd'hui, le fait d'avoir une accessibilité digitale sur des souscriptions, sur des retraits aussi bien entendu, ça fait en sorte, et en tout cas ça a permis à la SCPI de se développer par rapport à de l'investissement direct, qui est beaucoup plus compliqué à mettre en place, toujours avec des contraintes administratives toujours assez importantes.
Donc la SCPI, elle profite effectivement de cette digitalisation de l'immobilier en 2035, avec le sujet aussi d'un renchérissement des valeurs immobilières, liées pas forcément aux évolutions de taux, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais aussi à la rareté de l'immobilier de qualité. Et donc aujourd'hui, on a une vraie différenciation entre l'immobilier et qu'on connaissait déjà en 2025, mais ça s'est accéléré, entre l'immobilier qui est très recherché parce qu'il est non consommateur et en tout cas pas très cher pour un utilisateur en termes de consommation énergétique, et un immobilier qui, lui, est plutôt une passoire thermique. Et donc ça fait partie des éléments qui sont assez importants et qu'aujourd'hui, pour remettre au niveau l'immobilier, ça demande beaucoup d'argent. Ça demande effectivement des travaux importants. Et ça vient, au-delà des problématiques que l'on connaît sur la promotion immobilière en 2025, ça vient renchérir en fait et les actifs centraux, et les actifs flexibles, et les actifs immobiliers de qualité. Et donc ça donne en fait aussi, en tout cas ça enlève plutôt, pardon, l'accès à l'immobilier en direct à une bonne partie de la population qui n'était pas forcément le cas auparavant. Donc, on a de plus en plus de croissance de fonds d'investissement, d'institutionnels qui achètent des volumes assez importants d'immobilier. Donc, les SCPI, elles permettent en fait à des investisseurs qui ne peuvent plus aujourd'hui investir en 2035 directement pour des raisons de coûts, pour des raisons de travaux. Et les SCPI donnent accès en fait à toute cette population qui veut investir dans l'immobilier et qui veut avoir des revenus réguliers, comme on le disait tout à l'heure, avec des sujets de montée en puissance de revenus complémentaires. Et du coup, tout ça vient est un peu percuté par tout ce qui va être l'encadrement réglementaire, avec bon, alors c'est vrai que qu'on soit en 2025 ou en 2035, on a que ce soit en France ou au niveau européen, on a quand même beaucoup de dimensions réglementaires. Est-ce que c'est est-ce que ça contribue à apporter une transparence et donc une forme de confiance dans ce profil, dans ce type de support d'investissement? Est-ce que la réglementation, elle joue un rôle positif dans ce cadre-là, ou est-ce que c'est toujours une contrainte avec les gouttes de sueur qui perlent quand il y a à nouveau une nouvelle législation européenne qui sort ou une nouvelle législation française? Ça va dans le bon sens de ce qu'on évoquait tout à l'heure, de la transparence et de la visibilité, de la compréhension peut-être pour les acteurs, et en tout cas pour les associés qui souscrivent effectivement ces SCPI. Par contre, à force, effectivement, peut-être de vouloir trop bien faire, on pourrait aussi se retrouver avec des complexités de gestion. Et on en parlait sur les prix de l'immobilier, mais on parle aussi par rapport aux sociétés de gestion en elles-mêmes. Aujourd'hui, la montée en puissance de la réglementation, la montée en puissance de la cybersécurité, de la gestion aussi des datas des associés, fait que les sociétés de gestion sont obligées de beaucoup investir dans tout cet environnement, que ce soit ESG, que ce soit réglementaire, compliance, sur la protection des données, sur la protection des sites Internet, et notamment avec la montée en puissance de la digitalisation. Et donc ça, c'est des coûts qui sont assez importants. Et donc, ça a une incidence peut-être négative sur les marges des acteurs immobiliers qui vont aussi se concentrer, au même titre, effectivement, que les distributeurs se concentrent depuis des années. Donc ça fait partie des craintes qu'on peut avoir sur ce marché-là. Et peut-être aussi avec une complexité pour les associés finaux, parce que plus on va aller dans de la réglementation, plus on va aller dans de la régulation, plus on aura peut-être aussi du mal à expliquer facilement, effectivement, ce qu'on fait et comment on le traduit. Et donc, ça peut être une crainte de trop alourdir l'aspect réglementaire, qu'au final, ça se retourne contre la compréhension des associés. Donc, s'il faut un guide pratique pour comprendre un rapport annuel, c'est vrai que ça va commencer à devenir compliqué. Oui, en plus, c'est des supports qui ont toujours été complexes. Donc, bon, mais c'est vrai que la législation surrajoute encore à toute cette partie-là des éléments. On a connu en 2023 une évolution assez substantielle pour des expertises qui se font maintenant à raison de 2 fois par an. Est-ce qu'en 2035, c'est toujours le cas, ou est-ce qu'on est arrivé à faire des expertises à la journée? Est-ce que ça a un sens? Ce qui est sûr, c'est ce qu'on évoquait sur l'augmentation de la digitalisation, de la montée en puissance de la data pour comprendre effectivement l'utilisation et l'optimisation de nos immeubles et la relation avec les locataires aussi pour les aider à optimiser leur fonctionnement. Ça va aussi intervenir sur les valorisations et peut-être qu'on aura des valorisations instantanées avec l'IA de la totalité de nos valeurs et de nos actifs immobiliers. Pour la compréhension de nos immeubles, c'est bien.
pour l'immobilier en règle générale, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose dans le sens où et ça a un peu le travers de ce que j'évoquais tout à l'heure de la tokenisation. Aujourd'hui, l'immobilier reste un actif réel. On l'a vu déjà en 2025, tous ceux qui avaient fait beaucoup d'argent dans la crypto-monnaie se mettent à investir dans l'actif réel, tokenisé certes, mais ça reste de l'actif réel parce que ça permet effectivement d'avoir une vision un petit peu plus longue et un peu plus régulière de son patrimoine immobilier. Donc voilà, donc ça fait partie des éléments qui sont peut-être à craindre sur une digitalisation à outrance ou une liquidité à outrance qui pourrait être contre-productive quand on a des variations de marché. Parce que dans les phénomènes de crise, on voit bien, et on l'a toujours vu, voilà, il faut être patient, il ne faut pas être vendeur quand un marché baisse, et encore moins dans l'immobilier, parce que ça fait partie des accélérations de marché à la baisse qui ne sont pas toujours très bonnes. Ok, très bien. Alors, si on poursuit à dérouler un peu ce petit programme, l'étape d'après, ce sont les freins ou les contraintes qui pourraient intervenir sur le marché. Le structure de la modèle de la SCPI, tu as déjà quand même partiellement commencé à répondre à cette question, puisque est-ce qu'elles ont des contraintes intrinsèques, les SCPI, qui pourraient les limiter dans leur développement au niveau, alors je ne sais pas si c'est au niveau national ou au niveau européen, parce que maintenant il y a une dimension clairement européenne dans ces véhicules qui ne l'était pas il y a encore quelques années. Oui, l'avènement d'LTIF, LTIF 2, toute la partie effectivement commercialisation des véhicules SCPI qui sont des véhicules purement franco-français en 2025, hein, la totalité ou la majeure partie, ou quand je dis la totalité, parce que j'ai pas vraiment le chiffre en tête, mais plus de 95%, en tout cas c'est une certitude, sont des investisseurs français, institutionnels et investisseurs privés. L'avènement d'LTIF joue un rôle plus important en termes de diffusion de ces SCPI de manière plus large au niveau européen. Donc c'est plutôt un intérêt pour les acteurs de sociétés de gestion d'aller voir ce qui se passe en termes de volumétrie et de faire connaître nos véhicules à l'étranger. La contrepartie, c'est que ça fait aussi venir beaucoup d'acteurs étrangers sur le sol français. Et ce que j'évoquais tout à l'heure de la concentration du marché, ça vient aussi de ça. C'est qu'il y a beaucoup d'acteurs étrangers qui n'avaient pas forcément des véhicules qui étaient adaptés à la régulation française, qui peuvent aujourd'hui et depuis quelques années se développer en France. Et donc ça aussi, ça fait une crainte et en tout cas une concurrence beaucoup plus importante sur les sociétés de gestion françaises qu'auparavant. Donc ça, c'est plutôt effectivement une contrainte ou en tout cas un frein. Et ça va dans la logique de la concentration et d'avoir des acteurs de plus en plus importants sur le marché. Et du coup, dans ces logiques de contraintes, l'immobilier a beaucoup de qualités. Il a un principal défaut, et c'est qu'il est immobile. Et comme il est immobile, il peut subir de plein fouet des risques géopolitiques, des risques réglementaires locaux, et il est pas, on peut pas le mettre sur des petites roulettes et le déplacer. Dans ces conditions-là, on a en 2023-2025, on a eu beaucoup de risques qu'on avait un peu oubliés, de guerre, etc. 2035, comment est-ce que s'est passé le trajet et comment est-ce que ces contraintes peuvent être. Alors là, c'est carrément Madame Irma, en fait. Hein. On va rester positif. On va rester positif en disant qu'effectivement, on arrive en tant qu'adulte bien pensant et d'avoir une situation stable en 2035 sur la zone euro. Les SCPI restent des véhicules très investis en Europe et un peu moins effectivement ailleurs, même si il y a des essais d'aller investir aux États-Unis ou ailleurs pour certaines sociétés de gestion. Ça reste ça reste la zone de chalandise, on va dire, et la zone de prédilection des SCPI reste l'Europe en grande majorité, avec effectivement des contraintes qui ont été liées aux variations de taux. La plus grosse problématique sur les valeurs immobilières et sur la régularité des valeurs immobilières, c'est les taux. C'est indirectement proportionnel aux variations de valeurs immobilières. Et donc, on peut espérer qu'effectivement la situation en 2035 soit plutôt stabilisée et que les taux soient peut-être autour de 2,5% pour soutenir effectivement la croissance, parce qu'on en a besoin, parce que il faut, pour investir, et on l'a vu tout à l'heure, augmenter les unités de production, et il faut de la croissance, et pour avoir de la croissance, il faut un petit peu d'inflation, et s'il y a un peu d'inflation, on va dire que les taux se maintiennent autour de 2,5-3%, et ce qui nous permet d'avoir une
un investissement qui est assez régulier depuis une dizaine d'années et ce qui stabilise aussi les valeurs depuis quelques années. Alors, comme on a une capsule spatio-temporelle extraordinaire, on était en 2035 et puis d'un seul, on va revenir en 2025, en cette fin d'année 2025, pour évoquer les actions concrètes qui sont entreprises dès maintenant par Eden, parce que pour arriver en 2035, il faut commencer par faire des choses tout de suite. Alors, évidemment, on va parler de TRI, on va parler de TD, puisque ce sont des choses qui sont assez balisées. Mais avant ça, peut-être une question d'ordre un peu plus général. Quelles sont les mesures qui sont engagées par Advent Israel pour adapter cette SCPI à ces enjeux qu'on a vus là, qui se sont présentés à nous tout au long de cet échange? Alors, en 2025, Advenis REM vient juste de signer les PRI, donc les principes d'investissement responsable en français. Et donc, ça va dans la suite logique de ce qu'on a fait depuis quelques années au niveau de la société de gestion sur la labellisation ISR, sur la constitution d'une équipe RSE, ESG au sein du groupe. Et donc, on est complètement conscient dès 2025 et même un petit peu avant que ce sont des enjeux importants. Donc, on a tout simplement intégré dans notre sélection d'actifs, dans nos comités d'investissement, avant même d'acheter un actif, des critères ESG au sein effectivement de nos grilles de performance et en tout cas de nos grilles d'analyse de nos actifs immobiliers, avec des due diligence, donc en fait des études techniques des bâtiments au préalable de l'acquisition, qui concerne les aspects toujours légaux, puisqu'on s'intéresse de très près à tout ce qui est lecture d'un bail et signature et environnement juridique et fiscal et légal d'un actif immobilier, mais aussi toute la montée en puissance des études techniques et des études énergétiques, en fait, et des études environnementales et climatiques. Donc ça fait partie des éléments que nous faisons déjà en 2025 pour ne pas avoir de mauvaises surprises et en tout cas anticiper avec des chiffrages. Ça va jusqu'au chiffrage, c'est-à-dire qu'avant d'acheter un immeuble, on sait exactement dans la trajectoire de notre labellisation ISR quel volume de travaux on va devoir engager dans un actif immobilier pour le mettre dans cette trajectoire-là et pour en faire un actif qui est performant, mais aussi qui est attractif pour ses locataires. En fait, c'est toujours la même logique. Si votre actif est attractif pour un locataire parce qu'il est performant, parce qu'il y a du service, parce qu'il y a cette montée en puissance aussi des services, on va avoir effectivement des locataires et on aura du coup une valorisation qui sera la plus intéressante possible, en tout cas la plus juste possible de notre actif immobilier. Donc ça, on le fait déjà en 2025 et on continuera et on continue de le faire, bien entendu, dans les années qui suivent. Alors, ça se matérialise du coup par du patrimoine qui est déjà propriété de la SCPI. Un ou deux patrimoines comme ça en tête qui sont un peu emblématiques pour Eden en 2025? On a un entrepôt logistique qui est sur la zone hollandaise, par exemple, à Groningen, qui est aujourd'hui complètement à la pointe de tout ce qui concerne le digital et notamment le mix entre le local d'activité, bureau, stockage, avec toute une intégration digitale des commandes par robotisation. Donc ça fait partie des immeubles qui nous intéressent parce que le locataire est aujourd'hui à la pointe de son marché sur la pièce de moto, par exemple, avec une note énergétique qui est bonne puisque les travaux de réhabilitation ont été refaits il n'y a pas très longtemps. L'autre actif qu'on peut citer, c'est à Aberdeen, c'est les entrepôts de Maersk. Enfin, les entrepôts, pardon, c'est pas un entrepôt, c'est un centre de formation de Maersk, qui est donc un des leaders du transport maritime, et qui vient dans ce building, en tout cas dans ce bâtiment, entraîner, former leurs collaborateurs sur tout ce qui pourrait se passer sur une plateforme en mer ou sur un bateau, avec des simulateurs. Et donc là aussi, on est à la pointe de ce qui peut se faire sur le digital, parce que effectivement c'est des masques virtuels et c'est un peu comme des simulateurs de conduite ou des simulateurs d'avion où ils viennent tester en fait dans un moment de crise quels seraient les réflexes à avoir dans ces moments-là. Donc ça c'est un immeuble avec aussi une classe énergétique B+, ce qui est plutôt à la pointe aussi sur des bâtiments de ce type-là. Donc ça fait partie des éléments qui nous intéressent dans le portefeuille d'Eden.
Ok. Et alors du coup, si on doit parler de TD et de rentabilité et de TRI, le TD annoncé pour Eden, alors c'est un TD projectif pour le moment. Hein, je suppose qu'il n'est pas encore définitif. Oui, oui, on a un TD sur le long terme, un taux de distribution qui est autour de 6,5 parce que ça correspond à la qualité des actifs que l'on recherche sur notre actif, avec un TRI qui est à 7,44 sur 10 ans. Et en 2025, en tout cas, on a essayé de faire un petit peu mieux puisqu'on a plutôt bien acheté et dans un marché qui est toujours un petit peu en crise. Et donc, on a des niveaux de rendement pour des actifs de qualité qui sont un peu plus élevés. Et donc, on va distribuer, en tout cas, on aura distribué en 2025 autour de 8%. Donc, les performances futures n'engagent pas celles du passé. On est d'accord. Si on veut se projeter. Bien sûr, bien sûr. Après, mais en tout cas, voilà, ça fait partie des éléments qui sont importants aussi dans le positionnement de cette SCPI, c'est d'avoir surtout une régularité le plus importante possible dans la durée de la distribution. Ok, très bien. Merci beaucoup Jean-François pour tous ces éléments. Tout ça va donner l'occasion probablement à des questions. Vous n'hésitez pas à nous les poser. En 2035, nous aurons une barbe grise et l'un et l'autre. Ah non, on l'a déjà. Bon, alors on était bien parti pour finalement. Un peu plus de cheveux blancs peut-être. Peut-être un petit chouille. Allez, on mise sur ça. Alors on n'a pas fait d'IA sur les profils hein, des directeurs parce que là, sinon c'était compliqué à faire. L'IA se serait perdu. Enfin, bref, allez, on vous laisse avec tout ceci. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Contact deepinvest.fr. On retransmet au gérant. Merci beaucoup Jean-François pour cette séquence. Et puis à très vite pour d'autres réjouissances. Merci beaucoup.